Babylone. Nancy Ypsilantis. Bonjour, bienvenue. On le répète, tout est question de confiance. Mais qu'est-ce qui fait qu'on croit ou pas ce que l'autre nous dit ? Babylone radiographie la confiance et Nicole Duparc, vous allez tout de suite me donner 2 bonnes raisons de croire que nous ressortirons plus confiants de cette émission d'ici 10 heures. Alors je l'espère, mais comment vous le promettre, Nancy ? En revanche, vous aurez sans doute mieux compris comment fonctionne ce ciment, ce liant de nos sociétés qu'est la confiance. Imaginons une seconde que plus personne ne fasse confiance à personne, eh bien, ce serait tout simplement l'enfer sur Terre. Donc toute notre vie sociale repose bien sûr sur une dose minimale de confiance, mais c'est vrai, on ne sait pas trop bien ce qu'est la confiance, quels sont les processus qui sont à l'œuvre lorsque nous faisons confiance ou pas à une autre personne. Fabrice Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex de nos studios de Genève. Ces questions sont au cœur de votre recherche, la confiance. Vous êtes philosophe, chercheur en sciences sociales, co-directeur du Centre des sciences cognitives et nouvellement nommé à la chaire des sciences de la communication et de l'information à l'Université de Neuchâtel. Et vous avez donné mercredi dernier votre leçon inaugurale à l'Université de Neuchâtel sur le thème « La confiance ». Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, même très bien passé. Je dois dire, les gens apparemment ont envie de me faire confiance à l'Université de Neuchâtel et c'était très agréable. Et vous aviez confiance en votre public ? J'avais moyennement confiance en moi, mais le public a été très chaleureux, vraiment. Donc tout s'est très bien passé. Depuis quand est-ce que la confiance est entrée à l'université ? Enfin, depuis quand est-elle un objet de recherche ? C'est une bonne question au sens expérimental du terme. C'est pas si vieux. Les sociologues s'intéressent à cette question depuis plus longtemps, puisque, comme vous l'avez très bien dit en début d'émission, sans confiance, la société ne pourrait exister, la société s'écroulerait très vite. Et en fait, certains chercheurs aux États-Unis, déjà dans les années 70, 80, ont beaucoup étudié cette thématique, notamment parce qu'ils avaient le sentiment, qui effectivement semble se vérifier, que la confiance tendait à diminuer, notamment la confiance dans les institutions ou dans des personnes, impersonnelles, morales, comme, l'État, les banques. Alors c'est un bon sujet de ces temps-ci. Et donc ils avaient commencé déjà à réfléchir sur cette thématique. Par contre, du point de vue des mécanismes cognitifs, au sens large du terme, aussi des mécanismes affectifs, bien entendu, le sujet est étudié depuis pas si longtemps, en fait. Fabrice Clément, votre interrogation porte, on va dire, sur le phénomène de la croyance, au sens large. Pourquoi croit-on à certaines choses et pas à d'autres ? Pourquoi est-on parfois crédule ? À qui fait-on confiance, etc. Donc, la confiance, finalement, c'est quoi ? C'est avant tout une croyance, une sorte de pari sur l'inconnu ? Il y a cette dimension, effectivement. On pourrait la voir comme une sorte de méta-croyance, une croyance dans la parole en général que l'autre peut nous apporter, les informations qu'il peut nous apporter. C'est aussi quelque chose, c'est ce qui semble s'avérer, de l'ordre d'une sorte de sentiment. Vous avez cette espèce de tranquille assurance lorsque vous faites confiance à quelqu'un que ce qu'il est en train de vous dire est vrai ou moins valide et que vous pouvez vous appuyer sur sa parole pour, à votre tour, agir, par exemple, dans le monde ou prendre un certain nombre de décisions. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un sentiment qui est associé à ce moment où vous décidez, ou plutôt toute une série de processus qu'on essaie d'approfondir maintenant dans votre cerveau décide pour vous, parce que la plupart du temps, on ne se rend pas tout à fait compte de comment cette décision est prise, mais vous décidez d'accorder du crédit à ce que vous dit quelqu'un. Et là, ou une institution, comme vous autres, les médias par exemple. Et là, vous dites le mot « décider ». Il y a des choses qui se passent beaucoup plus tôt. Je vous propose de passer aux exercices pratiques. Bonjour, nous allons jouer à un jeu. Je vais te montrer des images avec de drôles d'objets. Tu vois la fille derrière moi ? Nous allons lui demander comment s'appellent ces objets. Tu devras ensuite me dire comment s'appellent ces objets à ton avis. D'accord ? Commençons. Comment s'appelle cet objet ? C'est une clé. Souviens-toi, la fille derrière moi a dit que c'était une clé. D'après toi, comment s'appelle cet objet ? Comment il s'appelle cet objet, Paco, qu'on a vu avant ? Clé. C'est une clé ?
D'accord. Et puis cet objet, normalement, il sert plutôt à ouvrir des portes ou bien à manger des céréales? Manger des céréales. Manger des céréales, super. On continue? Quel drôle d'animal. Je ne sais pas comment il s'appelle. Demandons à la fille derrière moi comment s'appelle cet animal. C'est un écureuil. Souviens-toi, la fille derrière moi a dit que c'était un écureuil. D'après toi, comment s'appelle cet animal? L'écureuil. Un écureuil. Et puis cet animal, il mange plutôt des carottes ou il mange plutôt des noisettes? Il mange à carotte. Des carottes. Voilà, le jeu est terminé. Merci d'avoir participé. Au revoir. C'est trop facile ou trop difficile? Trop facile. Trop facile, hein, il me semblait bien aussi. T'as super bien joué en tout cas. Devant l'ordinateur, Paco, 4 ans, et à ses côtés, votre collaboratrice, Fabrice Clément, Nathalie Terrier, qui lui fait donc passer ce test. Alors peut-être, Fabrice Clément, faut donner quelques images quand même pour qu'on comprenne un peu mieux le sens de cette expérience qui porte sur la notion de consensus. Oui, c'était un extrait très bien choisi, puisque en fait, une des choses que l'on essaye de tester par ces petites histoires qu'on raconte à des jeunes enfants, c'est de voir si ils vont accorder plus de confiance à la parole d'autrui ou à ce qui leur est offert via leur propre sens. Et dans le cas qui a été ici illustré par les sons, vous aviez une image qui représentait en fait plutôt un animal qu'un autre animal. Par exemple, vous aviez une sorte d'hybride constitué à 75% dans le dernier cas que vous mentionnez d'un écureuil et à 25% d'un lapin. Et l'enfant devait décider ensuite, en fonction du témoignage, puisque le témoignage allait systématiquement du côté des 25%, donc ce qui était moins visible, si pour lui, on avait affaire à un lapin ou à un écureuil. Autrement dit, est-ce qu'il allait accorder plus de confiance à ce qu'il voyait de ses propres yeux ou à ce qui lui était communiqué par autrui? Et c'est une de ces nombreuses expériences que l'on mène actuellement pour essayer de mettre en évidence justement ces processus de bas niveau qui nous permettent d'évaluer l'information que l'on reçoit d'autrui, de la comparer avec ce qu'on connaît déjà ou ce que l'on est en train d'observer dans le monde et de voir de certaine façon qui gagne. Est-ce que c'est la communication ou la perception? Dans le cas présent, c'était assez amusant puisque cet enfant de Pablo, de 4 ans, était en train de suivre le témoignage. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il donnait la réponse qui était la réponse donnée par la personne qui donnait l'information. Et en même temps, lorsque Nathalie lui posait la question, mais alors cet animal, est-ce qu'il mange des carottes ou des noisettes? Tout d'un coup, revenait à sa perception et il disait non, il mange des noisettes et pas des carottes. Donc il disait de lapin, mais il mange des noisettes. Donc il était pris entre le témoignage et sa perception. C'est un exemple assez intéressant. Il a fait 2 fois la même chose en suivant, en tout cas apparemment, le témoignage, mais concrètement en modifiant pas ses croyances sur à qui il avait affaire dans le fond. Fabrice Clément, la confiance est innée. Le bébé dans les bras de sa maman a confiance. À partir de quel âge est-il capable de douter, cet enfant? C'est une bonne question. Est-ce que l'enfant dans les bras de sa mère a confiance? En un sens un peu superficiel du terme, oui, du moins si sa mère se comporte correctement avec lui. Mais d'une certaine façon, on peut vraiment parler de confiance à partir du moment où potentiellement on peut remettre en cause ce qui nous est communiqué par autrui. Et là, les cas que l'on étudie semblent montrer que, en tout cas à partir de 3 ans, mais certaines expériences menées de manière non verbale, on est obligé de travailler avec des enfants de 3 ans parce qu'on peut un peu parler avec eux, comme dans le cas de Pablo, mais certaines expériences ont montré que déjà plus tôt, lorsque les enfants entendent par exemple un témoignage qui manifestement contredit ce qu'ils savent déjà, sont très surpris, voire même à 1 an et demi, essayent de corriger la personne qui leur a donné ce témoignage en disant mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc il semble que cette espèce d'évaluation de bas niveau entre ce qui est déjà tenu pour vrai et la nouvelle information s'effectue très tôt. Alors je ne sais pas si c'est depuis le début, mais en tout cas très tôt. Nicole Duparc, vous nous proposez de retourner sur le terrain. Cette fois-ci, on n'est plus avec Pablo qui a 4 ans, mais avec une dame, c'est vous.
Eh oui, j'ai joué les cobayes avec une drôle de machine à traquer le regard. On l'appelle Eye Tracker d'ailleurs. Alors on est un petit peu comme chez l'opticien quand on passe un test de vue, sauf que ce ne sont pas des lettres, mais des visages. Alors là, on n'a pas votre regard, donc là, il faudrait regarder la petite croix. Donc là, le petit point rouge, ça veut dire que l'oculomètre trouve bien votre regard et que tout est bien calibré. Le plus important, c'est la machine qui est en face de vous, qui est, en français, on appelle ça un oculomètre, qui est pas très joli, donc on a un eye tracker. Donc une machine pour capturer le regard. Voilà, et on va capturer votre regard, si vous le voulez bien, sur une série d'images de visages qui ont été détectées, disons, par un autre chercheur, Todorov, comme étant des visages suscitant plus ou moins de confiance, suscitant plus ou moins d'impression de compétence, etc. Et ce qui va nous intéresser avec vous et avec les autres personnes qui viendront après vous, c'est de savoir si lorsque on évalue un visage, par exemple pour la confiance, puisque c'est le thème qui nous intéresse le plus aujourd'hui, est-ce qu'il y a une trajectoire particulière propre à la confiance qui serait différente, par exemple, d'une évaluation de compétences ou d'attractivité, de sympathie, etc., etc. Donc c'est ça qu'on aimerait essayer de tester avec vous. Ok, je dois enlever mes lunettes ou je conserve mes lunettes sur le bout de mon nez? Vous pouvez les garder. Alors c'est Daniel Duke, hein? Exactement, oui. Donc vous pouvez les garder si vous voulez vous installer ici. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Là, le point se déplace. Et votre parcours visuel est enregistré. Il faut juste être sûr que... Voilà, c'est très bien. Magnifique. Effectivement, les lunettes étaient problématiques. Donc là, vous êtes calibré, bougez plus. Donc là, voilà, c'est la consigne. Donc là, vous allez voir une série de visages exprimant une émotion. Et votre tâche consiste à déterminer quelle expression la jeune femme exprime. Donc vous aurez le choix entre la colère, le dégoût, l'intérêt, la joie, la neutralité, la peur, la surprise et la tristesse. Et donc chaque image est présentée 5 secondes. Donc il faut être assez attentif et après vous pourrez donner votre réponse. Donc là, vous devrez répondre. Alors là, il y a dégoût. Elle a l'air triste, je ne sais pas. Triste, bon, mais triste alors. Là, elle exprime, on va dire, une forme... alors, on va dire la colère. Voilà. Donc là, sur la jeune femme qui exprimait plutôt une émotion de tristesse, votre résultat, là, vous avez plus regardé au niveau du bas du visage, entre le nez et la bouche, et principalement au niveau de ce petit rictus que la bouche peut avoir quand justement on est un peu triste, quand on a un peu la lèvre qui tombe quand on est triste. Puis on en tire quelle interprétation alors de ce regard entre le nez et la lèvre supérieure? Alors ça, c'est des données qu'il faut analyser par rapport à l'ensemble, voir un peu comment la population en général regarde. Donc après, là, c'est individuel. On peut voir que chaque personne regarde différemment chaque expression. Que vous, principalement, vous avez préféré plus regarder au niveau du bas du visage que plutôt au niveau des yeux pour qualifier cette expression de tristesse. Ouais. Il y a le travail qui a été fait aussi avec d'autres populations, donc le diagnostic. Souvent on dit par exemple que les autistes, par exemple, ils regardent plutôt la bouche que les yeux. Il y a plusieurs théories là derrière. Est-ce que c'est parce que ils sont plus anxieux ou on peut dire que les gens qui souffrent de dépression, peut-être ils regardent plus le bas du visage, tout simplement parce que c'est comme si ils avaient le regard lourd. Donc ça, de nouveau, on peut pas voir au niveau d'individus, c'est des expériences qui sont faites sur beaucoup de personnes, qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures même, pour avoir cet niveau de précision, pour après pouvoir, entre guillemets, dire quelque chose. Voilà. Donc après, là, je choisis le sujet qui m'intéresse. Mettons, je prends le sujet 6. Je peux savoir exactement le regard, d'où il a commencé sur le visage. Donc là, admettons, on a commencé sur le nez et il s'est baladé au niveau des yeux en faisant un aller-retour entre les 2 yeux principalement, sur l'expression ici de surprise. Si on prend le dégoût, la personne a plus regardé au niveau de la bouche et au niveau du nez, vers le bas du nez. Après, on peut le voir en surbrillance, voir exactement les traits qui ont été le plus regardés. Donc le parcours visuel de l'œil. Voilà, le parcours visuel de l'œil. Et là, pareil, les zones d'intérêt où, lorsque l'on voit, quand c'est en bleu, c'est qu'il n'a pas beaucoup regardé. Et la zone rouge est la zone la plus regardée du visage. Donc là, pour le dégoût, on voit très clairement
que la personne a plus regardé donc entre les sourcils et plus principalement l'intérieur du sourcil gauche, l'extérieur du nez côté droit et au niveau de la bouche plutôt côté gauche. Sachant que le côté gauche du visage on a plus tendance à regarder le côté gauche du visage pour voir si une personne exprime une émotion, alors que le côté droit, c'est plus pour identifier le genre de la personne. À partir de là, qu'est-ce que vous en faites de ces parcours? Alors, nous on se demande à partir de quel âge un bébé peut reconnaître l'intérêt chez quelqu'un, parce que si par exemple un enfant regarde la maman qui regarde quelque chose avec intérêt, est-ce qu'à ce moment-là, le bébé va regarder plus cet objet qui est digne d'intérêt de la mère plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il fait confiance au goût de la mère? Est-ce qu'il va regarder là où la maman regarde? Et puis donc, de là, comprendre comment les objets fonctionnent, comment les relations se construisent. Est-ce que maman aime bien cette personne? Est-ce que maman n'aime pas cette personne? En utilisant les liens entre bébé et la mère, un lien de confiance, le bébé va construire un peu son monde à lui. Là, on a le chaise bébé qui est juste derrière moi. Ici, et puis les bébés s'installent, leurs mamans sont toujours bien entendu présents, et puis ils voient pas les mêmes images que vous, mais ils voient des images tout simplement des femmes comme vous avez vu, ou bien une jeune femme qui pourrait être une maman par exemple, qui regarde ou à gauche ou à droite vers des objets différents, et puis on demande entre guillemets au bébé de décider ils suivent le regard déjà de leur mère, et aussi s'ils prennent en compte l'émotion exprimée par la mère. C'est-à-dire, s'ils regardent un objet avec intérêt, est-ce que le bébé va suivre? Si la maman regarde ce même objet mais avec peur, est-ce que le bébé va suivre quand même? Ou est-ce que justement ils vont éviter de regarder cet objet parce que ils veulent éviter d'avoir la peur? On a vu que le bébé prenait en compte si la maman était intéressée ou s'il était calme, il suivait le regard. Mais si la maman avait peur, justement, il regardait l'autre objet sur l'écran et ne suivait pas le regard de maman. Donc, il faisait confiance pas à là où la maman regardait, mais l'émotion exprimée par la maman. Donc, c'est l'émotion plus que le regard. Exactement, c'était comme ça, en tout cas 18 mois. Donc là, on a envie de travailler avec les bébés encore plus jeunes pour voir à partir de quel âge cette différenciation peut être faite au niveau des émotions de la mère. Nous étions dans le laboratoire Eye Tracker en compagnie de Daniel Dukes, doctorant, et de Jennifer Monod, collaboratrice scientifique. Fabrice Clément, lorsque l'enfant ne suit plus le regard de sa mère lorsqu'elle a peur et le détourne, c'est un instinct de survie. C'est en tout cas une manière de profiter de l'expérience des autres, l'expérience qu'ils ont pu avoir peut-être avec un objet, et d'en tenir compte, donc de prendre cette information comme quelque chose de très important pour nous diriger dans nos actions ultérieures. Il n'y a pas vraiment de terme français pour parler de ça. Les anglo-saxons parlent de social appraisal. C'est une sorte d'évaluation par le détour de quelqu'un qui a déjà un certain nombre d'informations, d'évaluation sur un objet, une personne, un type de musique, un type d'art, etc., etc. Donc on aurait une sorte d'étude des tout débuts de la socialisation. Du moins, c'est l'objectif à long terme. Pour mon mode d'emploi tout à fait personnel, le côté gauche d'un visage exprime les émotions dans le visage qu'on regarde ou dans le mien? En fait, comme le cerveau inverse, les deux hémisphères inversent la plupart des choses que l'on perçoit, c'est votre hémisphère droit plutôt qui est en charge de l'interprétation des émotions, et du coup ça s'exprime sur la partie gauche du visage. Et c'est la même chose aussi bien pour la détection que pour la reconnaissance des émotions. Donc pour votre mode d'emploi, effectivement, c'est aussi votre partie droite, mais qui s'occupe, si je puis dire, de votre visage, la partie gauche du visage, qui est en train d'exprimer une émotion en ce moment, peut-être d'ennui ou d'intérêt, je ne sais pas. Alors je pense pas qu'il y ait des modes d'emploi pour l'amour, mais Fabrice Clément, les amoureux disent elle m'a tapé dans l'œil sans savoir pourquoi, et c'est pourquoi on dit d'ailleurs que l'amour est aveugle. C'est un peu
pareil avec la confiance, il y a un point aveugle? Il y a quelque chose effectivement de très intéressant par rapport à la confiance. Et ça, c'est des travaux qui ont été menés par des neuroscientifiques. Actuellement, les neuroscientifiques sont de plus en plus intéressés par ce genre de questionnements qui sont à cheval entre les sciences sociales et les sciences plus dures, si vous voulez. Il y a un scientifique qui s'appelle Todorov qui a montré, par exemple, que l'évaluation du degré de confiance que l'on est prêt à accorder à quelqu'un, lorsqu'on regarde des visages, se fait à une vitesse phénoménale. En quelques dizaines de millisecondes, on est en mesure déjà de proposer une évaluation. Et cette évaluation qui est faite en 36 ou 40 millisecondes ne diffère pas d'une évaluation pour laquelle on laisse 3, 4, 5 secondes à la personne. Donc très 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 vite, notre cerveau fait ce type d'évaluation. Ce qui laisse penser justement que on a derrière ce genre de décision de notre cerveau une très longue histoire évolutive où la nécessité de savoir si oui ou non on peut faire confiance à une personne est tout à fait essentielle puisque l'on vit en groupe depuis des centaines de milliers d'années. Est-ce que notre vécu perturbe ce premier instinct? Est-ce que l'acquis peut perturber cet instinct chez les enfants ou les enfants qui sont en train de grandir? C'est une bonne question parce que, en fait, beaucoup dire de parler d'instinct dans le sens où ce qui probablement se passe, c'est qu'on a une multitude de ces petits systèmes de décision qui se déclenchent en parallèle dans notre cerveau, puisque notre cerveau a le potentiel de traiter de dizaines, voire de centaines d'informations en même temps. Donc il y en a plusieurs, si vous voulez, de ces petits modules qui vont prendre en charge peut-être l'un une expression émotionnelle, l'autre quelque chose qui va plutôt être du côté du message exprimé, un autre encore du côté peut-être du statut social de la personne qui parle devant vous, etc., etc. Donc tous ces modules entrent en action en même temps et puis il y a une sorte de compétition entre différentes décisions et il y en a une qui va gagner. Et dans votre expérience, effectivement, il est fort probable que, peut-être par une expérience tout à fait personnelle ou par des choses qui sont liées à votre contexte social ou à votre origine sociale, vous allez donner plus de poids à certains de ces modules d'une certaine manière. Donc vous allez apprendre à renforcer la réponse d'un de ces modules, par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui vous permet de détecter la hiérarchie très rapidement. Voilà. Peut-être que ça va être pour tel individu l'indice le plus important, alors que pas pour un autre. Précisément, Fabrice Clément, vous menez une expérience avec l'université de Fribourg autour de cette problématique confiance et hiérarchie. Je résume, vous me direz si c'est juste. Donc, vous soumettez à deux groupes différents une même image qui représente deux personnes. Le premier groupe sait qu'il existe entre ces deux personnes-là une relation hiérarchique et puis l'autre groupe ne le sait pas. Alors à qui fait-on confiance? Le fait de savoir qu'il y a un rapport hiérarchique, est-ce que ça influence notre croyance? L'expérience est pas tout à fait celle-ci, mais indépendamment des détails. Effectivement, on a fait des expériences sur la manière dont on détecte la hiérarchie. On a par contre beaucoup moins d'informations sur l'impact que va avoir cette détection de hiérarchie, donc celui-ci est supérieur à celui-là, etc., sur le témoignage qu'il peut nous apporter. Mais c'est drôle d'ailleurs que vous ayez compris l'expérience comme ça, parce qu'inconsciemment j'ai dû vous le transmettre, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, mais on l'a pas encore débuté, et on va le faire avec des très jeunes enfants, puisqu'on a pu voir avec des collègues de Lyon que les très jeunes enfants détectent très très rapidement la hiérarchie et font des prédictions, en tout cas sur les décisions qui vont être prises dans un petit groupe où il y en a un qui est supérieur aux autres. Dès 2 ans et demi, 3 ans, ils sont en mesure de dire, voilà, il y en a un qui commande, c'est celui-là, et la décision va être basée sur son désir à lui et pas le désir des autres. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si son information, par exemple, sur je ne sais pas, la localisation d'un objet ou je ne sais quoi, va avoir plus de poids que l'information donnée par un inférieur. On peut penser qu'il va y avoir un lien là autour, mais
suspense, ça sera pour la prochaine émission. Alors, je vous propose de retourner dans nos travaux pratiques avec Paco ou Pablo, 4 ans, et Valérie Terrier pour une autre expérience, Nicole. Alors là, on va chercher à déterminer le lien entre la confiance et le genre. Autrement dit, est-ce que la confiance est une affaire de sexe, pour résumer? Est-ce qu'on fait plus confiance à la parole d'un monsieur que d'une dame? Dans la petite salle où a lieu l'expérience, donc, Nathalie Terrier et Paco, toujours face à l'ordinateur. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit jeu avec des Playmobil. Je vais te présenter 2 personnages. Voici Thomas et voici Lucie. Puis tu vois Paco, au milieu il y a une boîte. Il y a quelque chose à l'intérieur, mais toi et moi, on peut pas ouvrir la boîte. Tu es d'accord qu'on a bien envie de savoir ce qu'il y a dans cette boîte, quand même, hein? Donc qu'est-ce qu'on va faire pour savoir? On va demander à Thomas et à Lucie de nous dire ce qu'il y a dans la boîte. Lucie, elle nous dit, à l'intérieur de la boîte, il y avait une brosse à dents. Thomas, il nous dit, à l'intérieur de la boîte, il y avait des lunettes. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Paco? C'est dans la lunette. Une brosse à dents et des lunettes. Puis si tu devais choisir un seul objet, tu penses que ce serait une brosse à dents, comme elle a dit Lucie, ou bien des lunettes, comme il a dit Thomas? Lunette. Des lunettes. Pourquoi tu penses que c'est Thomas qui a raison? Oui? D'accord. Alors on continue, on en fait un autre. On va jouer maintenant avec 2 nouveaux personnages qui s'appellent Julie et Hugo. Julie, elle a dit qu'il y avait un pull dans la boîte, et puis Hugo, il a dit qu'il y avait un pantalon dans la boîte. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans cette boîte, Paco? Le ballon. Un pantalon. D'accord. Puis c'est qui a dit déjà qu'il y avait un pantalon? Je ne me rappelle plus. Hugo. Hugo, bravo. Puis pourquoi tu penses que c'est Hugo qui a plus raison? Comme ça? Et voilà, on a fini le jeu. Comment t'as trouvé? Trop facile. Fabrice Clément, vous allez me décoder cette expérience. C'est la même chose quand on est grand? Je vous laisserai juge, parce que on n'a pas encore fait ça avec des adultes. Mais ce qui est très impressionnant dans cette expérience, c'est qu'il semblerait que, encore une fois, de manière tout à fait non consciente, on le voyait bien dans le cas de Pablo, la préférence est donnée à un informateur de même sexe. Et cette préférence, en tout cas dans nos exemples, dure jusqu'à, en tout cas, 4 ans, et semble être une préférence de très bas niveau pour le similaire, le même. Donc les filles croient la femme et les petits garçons l'homme. Voilà, exactement. Et c'est frappant à quel point cette prédominance est détectable dans les choix des enfants. Alors, une des questions, c'est jusqu'où précisément l'enfant accepte ou refuse des informations communiquées par autrui. Et ce que vous mettez en évidence, Fabrice Clément, c'est le fait que l'enfant, c'est pas du tout une éponge. C'est pas une éponge culturelle. C'est pas quelqu'un qui avale sans broncher ce qu'on lui dit. Il fait le tri. Comment le fait-il au fond? Comment il va accepter une information nouvelle qu'il n'a pas, on va dire, dans sa besace? Oui, effectivement, c'est une hypothèse qu'avec d'autres chercheurs, dont Dan Sperber on a développé, que l'on appelle l'hypothèse de la vigilance épistémique, dans le sens où, pour des raisons évolutionnaires, à nouveau, les risques de manipulation parmi les groupes de communicants, nous sommes le groupe, l'espèce probablement la plus communicante. Parmi ces espèces qui communiquent les uns avec les autres, il y a un risque que la manipulation prenne le dessus. Et à partir du moment où vous avez une manipulation, vous avez transfert de fausses informations, et donc des gens vont commencer à fabriquer des fausses croyances sur le monde, et donc être particulièrement désavantagés par rapport à ceux qui ont une information plus fiable. Du genre, vous allez commencer à vous diriger vers des endroits où, je ne sais pas, il y a des fauves dangereux si quelqu'un veut se débarrasser de vous, etc., etc. Donc il y a une pression évolutive, à notre avis, si grande qu'il est fort probable que nous disposions de mécanismes qui nous permettent de trier un peu les informations qui viennent à nous. Dans le cas de cette préférence que l'on a
pu observer en écoutant Pablo pour les gens du même genre, donc les gens similaires qui nous ressemblent, qui sont proches de nous par certains aspects physiques ou d'autres types d'aspects. D'ailleurs, ça peut être le simple fait de porter la même casquette. C'est vraiment impressionnant à quel point le moindre indice d'appartenance peut tout d'un coup déclencher une préférence. Eh bien, ce genre d'expérience, lorsque vous la faites en introduisant une information que l'un des deux personnages a pu obtenir et pas l'autre. Par exemple, si le personnage qui n'a pas été choisi jusqu'à maintenant comme digne de confiance, tout d'un coup a un accès perceptif à un certain objet, tout d'un coup la préférence des enfants, et là dès 2 ans et demi dans nos expériences, change complètement. Ils vont lâcher, si vous voulez, la personne ou le type de personnage qu'ils ont préféré jusqu'à maintenant, basé sur toutes sortes d'indices, de ressemblances, etc., pour aller vers celui qui a le plus d'informations. Donc cette confiance qui se base sur ces mécanismes basiques n'est pas aveugle, puisque lorsqu'ils ont cette information sur leur degré de fiabilité, si vous voulez, des représentations des uns et des autres, là tout d'un coup les choses se modifient. Donc ces mécanismes dont on parlait tout à l'heure, qui évaluent en parallèle, ont tout de même une sorte d'endroit où il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de comparateur qui va, selon l'information qui arrive, automatiquement la mettre en présence d'une information déjà tenue pour vraie et potentiellement contradictoire. Et s'il y a conflit, eh bien, il y a une évaluation qui doit se mettre en place. Et là, les enfants sont plutôt des saint Thomas et vont plutôt faire confiance à leur perception, ou du moins à ce qu'ils considèrent déjà être comme vrai, s'ils ont affaire à un témoignage qui contredit complètement ce qu'ils croient déjà. On parle aussi d'émotions contagieuses comme la peur. Oui, effectivement, dans des groupes, alors ça on a pu le montrer sur des visages qui expriment une émotion de colère en donnant une information, versus un autre visage qui exprime une expression de joie en donnant une information, que là encore, dès 3 ans, 4 ans, 5 ans et à l'âge adulte, les participants vont faire plus confiance à celui qui a donné l'information avec une expression faciale de joie. Et la chose intéressante est que pour ceux qui pouvaient donner une justification, vous avez vu avec Pablo, pour les jeunes enfants, c'est très difficile de dire quelque chose après le pourquoi tu as choisi. Mais les adultes, eux, sont très enclins à nous donner toutes sortes d'explications. Et le plus drôle, c'est que la très très grande majorité d'entre eux vont vous donner une explication du type oui mais c'est évident, cette information ça me fait penser à telle chose, ou ça ressemble à telle chose que je connais déjà, etc. Et ils ne perçoivent pas dans la grande majorité des cas qu'en fait c'est l'émotion de la personne qui leur donnait l'information qui a dicté leur choix. Donc encore une fois, on a affaire à un traitement qui se passe en arrière-plan, si vous voulez, et qui prend des décisions entre guillemets à notre place. Fabrice Clément, je vous propose un peu de musique. Le titre, c'est Kangochi. Kangochi, c'est ce creux juste là entre l'épaule et l'oreille, le creux du cou. En général, c'est un lieu où on se blottit et où on est en confiance. Fiz minha casa no teu cangote. Não há neste mundo que me bote pra sair. Te pego sorrindo no pensamento, faz graça de onde fiz meu achego, meu alento, e nem ligo como pode no silêncio tudo se explicar. Vagarosa, me espreguiço, e o que sinto, feito bocejo, vai pegar. Fiz minha casa no teu cangote.
nesse mundo que me bate pra sair Kangoche, c'était Séou. Aujourd'hui, dans Babylone, on s'intéresse à la croyance singulière que nous avons dans la confiance, en compagnie du professeur Fabrice Clément de la chaire des sciences de la communication et information de l'université de Neuchâtel. Et on va découvrir, avant de clore cette émission, une dernière expérience où il est question de confiance et d'acoustique. On est ici à nouveau devant un écran avec un petit personnage. Apparemment, on est dans le salon d'une petite Camille, un petit personnage animé. Camille qui arrive avec son livre pour le ranger dans une de ces deux boîtes. Alors ça, c'est le début de l'histoire que vous soumettez à des enfants qui ont entre quel âge et quel âge ? Donc là, les enfants, ils ont entre 3 ans et 5 ans. Donc effectivement, la petite fille arrive dans son salon, en fait, et sur une table, il y a 2 boîtes de 2 couleurs différentes, hein, une boîte bleue et une boîte verte. Et en fait, sur la première image, on explique à l'enfant que la petite fille, donc Camille, elle va ranger son livre dans une des 2 boîtes. Voilà. Et à l'image suivante, en fait, on voit la petite fille, Camille, qui s'en va, en fait, elle va dans sa chambre, et on la voit qu'elle n'a plus son livre dans la main. Et on explique à l'enfant qu'elle a rangé son livre dans une des 2 boîtes, mais on ne sait pas dans quelle boîte, en fait, elle l'a rangé. Et toi, tu vas m'aider à trouver le livre. Voilà, c'est ce qu'on dit à l'enfant. Et à ce moment-là, il y a 2 personnages qui arrivent, en fait, deux femmes. Là, c'est Annie et Corinne. Et on explique à l'enfant qu'elles viennent pour nous aider à trouver le livre, ou à trouver l'objet de manière générale, puisqu'il y a différentes histoires, bien sûr. Et en fait, à ce moment-là, on va faire sortir en fait des voix enregistrées, en fait, qu'on a fait enregistrer par des personnes, en fait. Et une des 2 voix, en fait, sera sans bruit, en fait, donc d'une qualité normale, en fait, et une autre sera un tout petit peu modifiée au niveau d'un bruit de fond qu'on ajoute, en fait. Et ce que l'on veut voir, en fait, c'est si les enfants, en fait, préfèrent une voix qui est sans bruit, en fait, qu'une voix avec du bruit. C'est-à-dire, est-ce qu'on va davantage faire confiance à une voix fluide, ou est-ce une légère perturbation acoustique, on va dire, sonore de la voix, perturbe aussi le mécanisme, on va dire, de la confiance? En gros, c'est ça, oui. Donc, la première dame, on va l'entendre. Le livre est dans la boîte verte. Et on entend maintenant ce que dit la seconde dame. Le livre est dans la boîte bleue. Voilà. Donc le livre est dans la boîte verte, dit l'une. Le livre est dans la boîte bleue, dit l'autre. Voilà, exactement. Et on demande en fait ensuite à l'enfant, selon toi, où est le livre, tout simplement. Et alors, résultat des courses ? Alors, résultat des courses, en fait, on a montré, alors il y a eu cette expérience-là avec des objets cachés, en fait, et une autre expérience avec deux personnages aussi, mais qui montrent une direction, en fait. C'est-à-dire qu'on explique, en fait, à l'enfant qu'il y a une petite fille qui a perdu son chien, et puis il y a des dames qui viennent pour l'aider à trouver son chien, en fait. Et à chaque fois, elles donnent des directions différentes. Et donc ces 2 expériences en fait qui ont été réalisées à peu près avec à peu près 80 enfants montrent en fait que les enfants de 4 et 5 ans utilisent l'affluence auditive. Ouais. Donc ils préfèrent les informateurs dont la voix est fluide plutôt que l'autre informateur en fait, alors que les 3 ans répondent au hasard en fait, n'ont pas de préférence en fait. C'était Stéphane Bernard, post-doctorant à l'université de Neuchâtel, qui nous explique comment on choisit apparemment toujours la version la plus facile, la plus accessible, Fabrice Clément. Oui, en fait, cette expérience
elle a une sorte d'arrière-fond théorique, si vous voulez, puisqu'on s'interroge sur ces mécanismes qui nous permettent aussi rapidement et aussi jeunes d'évaluer les informations qui nous viennent du monde extérieur. Et en fait, ce travail, cette recherche que nous effectuons en compagnie de Joël Proust à Paris, vise à essayer de mieux comprendre la nature de ces évaluations, j'ai envie de dire de bas niveau, pas au sens où elles sont pas complexes, mais au sens où on n'en est pas conscient. Il ne s'agit pas de quelque chose de l'ordre de la réflexion, de réfléchi, où on empilerait des représentations avec des sortes de systèmes logiques. Ça peut pas être à la fois ceci et cela, et des si alors, etc., comme on l'apprend dans les cours de logique, si vous voulez, mais quelque chose de plus basique et de plus fondamental. Et une hypothèse qui a été pas mal testée chez les adultes, mais pas chez les enfants jusqu'à aujourd'hui, est de se dire que cette confiance que l'on peut avoir dans les informations qui nous viennent d'autrui repose sur en fait un mécanisme plus fondamental d'attribution de confiance qui porte également sur ses propres représentations mentales, ses propres croyances. Vous êtes plus ou moins sûr, par exemple, de l'endroit où vous avez laissé vos clés. Et vous avez cette espèce d'information automatique lorsque vous êtes en train de vous dire où ai-je mis mes clés, qui, lorsque vous êtes persuadé, si vous voulez, que vos clés sont dans la petite boîte là, dans le coin de la cuisine, versus oups, je me souviens plus du tout où je les ai mis ce matin. Ces deux types d'expériences, vous pouvez le simuler maintenant mentalement, sont pas les mêmes. Il y a quelque chose de l'ordre d'un sentiment de certitude dans l'un que vous ne retrouvez pas dans l'autre. Et c'est ce sentiment que les philosophes appellent un sentiment épistémique, si vous voulez, ce sentiment d'être dans le vrai, que l'on essaye de pointer, d'entourer par ces méthodes expérimentales. D'où le test avec cette fluidité acoustique, où l'on s'est dit que si les enfants sont déjà en mesure, leur cerveau, si j'ai envie de dire, est déjà en mesure de prendre en charge cette information sur la fluidité au moment où il encode l'information qui lui est proposée, donc cette information elle est plus facile à traiter, elle donne moins d'efforts, elle est plus fluide, elle devrait être préférée. Et c'est effectivement ce que l'on trouve chez les 4 ans et les 5 ans, mais pas chez les 3 ans. Alors maintenant c'est une nouvelle énigme, si vous voulez. Pourquoi est-ce que apparemment les 3 ans font pas tellement attention à cette importance du véhicule de l'information plus que du contenu de l'information. Alors choisir le plus facile, le plus accessible, le plus fluide, donc la loi du moindre effort en quelque sorte, Fabrice Clément. Donc bien sûr que ça ouvre la porte à, on s'en doute bien, des dérives, à des manipulations politiques ou autres. Donc la question c'est, quel est ce seuil entre confiance et puis crédulité? Parce qu'au fond il est mince, il tient un fil. Vous avez raison, c'est un fil qui est souvent franchi, malheureusement, parce qu'effectivement, cet appareillage, si vous voulez, dont on dispose, est assez bien conçu. Enfin, c'est pas le terme, est le fruit d'une longue évolution, mais par contre, les conditions dans lesquelles il a évolué, c'est des conditions. Vous savez, tout processus évolutif prend place dans une histoire extrêmement longue, sur des centaines de milliers d'années, à supposer que ça a été le cas pour ce mécanisme de vigilance épistémique. Alors, si on admet cette hypothèse, eh bien, il y a une sorte de corollaire de l'hypothèse qui est que pour que ce mécanisme ait pu évoluer, il a fallu des centaines de milliers d'années, et donc les conditions de vie dans lesquelles ce mécanisme a émergé, si vous voulez, de la sélection naturelle, sont des conditions de vie en groupe très différentes des conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons maintenant. C'est des conditions où les gens se connaissaient de face à face, où ils pouvaient avoir presque à chaque moment la personne en face d'elle lorsqu'elle leur donnait une information. Et on est aujourd'hui dans un système beaucoup plus impersonnel, où les informations viennent de partout, très rapidement, comme on le sait, et où il est beaucoup plus difficile d'effectuer ce travail de filtrage pour lesquels nous sommes quand même, que c'est ce que semblent montrer nos expériences, assez bien équipés dans des conditions élémentaires.
Alors une société complexe effectivement que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui est aussi en crise de confiance, on va dire un petit peu à tous les étages, on l'a esquissé en passant. Donc je vous propose, Fabrice Clément, on va quitter votre laboratoire, on va tendre l'oreille au propos d'une philosophe, Michela Marzano. Elle a publié il y a quelque temps le contrat de défiance, où elle analyse au fond les raisons historiques de la perte de confiance dans nos sociétés. On l'écoute un bref instant. Nous avons besoin qu'un peu de confiance revienne pour faire en sorte que la société redémarre, même d'un point de vue strictement économique. On voit la crise de confiance dans laquelle nous sommes, on les voit en France, encore plus en ce moment en Italie. Et en même temps, la confiance ne se décrète pas. Il suffit pas juste de claquer les doigts pour qu'elle revienne. Il faut faire en sorte qu'on puisse redécouvrir l'importance de la coopération, tout en sachant qu'à partir du moment où nous faisons confiance à quelqu'un, nous nous rendons vulnérables, parce que la confiance peut toujours être trahie. Mais en même temps, c'est dans le jeu des vulnérabilités, des lâcher prise, des confiances que j'ai fait et des confiances que je reçois, que la société peut créer les liens sociaux, peut se mettre en place et peut évoluer. Mais pour que cela advienne, il faut probablement essayer de faire place à un autre modèle anthropologique, c'est-à-dire un modèle d'hommes et de femmes qui permet la reconnaissance du fait que nous sommes vulnérables, que nous sommes fragiles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ces modèles d'invulnérabilité, des winners, là où les autres seraient des losers, c'est un modèle qui a porté préjudice à chacun d'entre nous, à notre propre société. Il faut pouvoir reconnaître que ce qui nous caractérise, c'est justement aussi nos failles. Et même si ces failles permettent à autrui de nous blesser, c'est parce que nous sommes inscrits dans la finitude, que nous pouvons aussi entendre les mondes, écouter les autres et avoir un autre regard sur les autres capable d'engendrer une société différente. Un extrait d'un grand entretien d'Annick Chouin avec la philosophe Michela Marzano. J'aimerais savoir, Fabrice, est-ce que les politiques viendraient suivre vos cours? Est-ce qu'on peut tricher avec la confiance? Oui, bien sûr qu'on peut tricher avec la confiance. Je ne sais pas si les politiques suivent véritablement de cours de ce point de vue-là, mais on peut bien entendu, lorsque l'on maîtrise un peu les codes qui en fait nous permettent ces évaluations de bas niveau, on peut faire des leurres, si vous voulez, des leurres cognitifs, des leurres de confiance. Exprimer certaines émotions, jouer avec certaines postures corporelles, etc. Enfin, c'est des choses qui sont assez bien connues. Ce que disait la philosophe et qui me paraît intéressant, c'est effectivement, on ne peut pas décréter la confiance. Et c'est une des choses que l'on a pu observer aussi chez des enfants avec Paul Harris, lorsque j'étais à l'université d'Harvard, où on s'est aperçu qu'il suffisait que la confiance qu'un enfant, si vous voulez, accorder à un individu, soit à un moment donné trompé. Alors pour des exemples très simples, il ne s'agissait pas de cas tragiques, mais une source d'information, tout d'un coup donner une information fausse, pour que les plus jeunes des enfants décrètent que cette source, désormais, il ne prendrait plus aucune information de sa part. Donc il semble y avoir une sorte de mouvement défensif qui se met en place comme ça, que les plus âgés arrivent un tout petit peu à contrebalancer par le fait que peut-être elle a quand même dit juste 75% du temps. Mais pour les plus jeunes, c'est du tout ou rien. Et je pense que dans certains cas, on est encore comme ça, on est encore dans du tout ou rien. Et c'est très difficile de reconstruire un lien de confiance lorsqu'il a été détruit. Est-ce qu'on lie la confiance ou elle s'établit de la même façon avec un visage qui nous vient de Chine, qui nous vient d'Afrique noire? C'est une excellente question. En fait, là, les travaux de nos collègues de Fribourg, de Roberto Caldera en particulier, semblent indiquer aujourd'hui que, en tout cas, pour les émotions classiques, ces émotions basiques que l'on étudie toujours, le dégoût, la peur, la colère, etc., le parcours visuel des personnes de Chine en particulier et d'Occident n'est pas exactement le même. Vous avez une centration sur les yeux, par exemple, du côté des Occidentaux et beaucoup moins
du côté des Asiatiques qui regardent plus vers le centre du visage, vers le nez, enfin une sorte de triangle central qui est plus visité par le regard. Est-ce que ça veut dire que des zones différentes vraiment du visage sont explorées lorsque l'on se demande si il faut ou non faire confiance à une certaine personne? Ça, c'est justement le projet pour lequel vous avez été notre cobaye, qui va tenter de le découvrir déjà avec les Occidentaux, et puis dans un deuxième temps, pourquoi pas essayer d'aller regarder sous d'autres latitudes si le parcours visuel est aussi particulier, ou si peut-être qu'il est beaucoup plus lié à des aspects culturels. Ça, c'est vraiment une question encore que l'on aimerait résoudre. Fabrice Clément, nous avons fait cet entretien en duplex, vous au studio de Genève et nous au studio de Lausanne. À quel niveau la confiance s'est-elle établie selon vous? En termes géographiques ou en termes chronométriques? Vous ne pouviez pas lire les visages, donc vous n'aviez comme indication unique la voix. Oui, absolument. La voix et votre technicienne bienveillante en face de moi. Voilà, et donc de 0 à 10, on est à quoi au niveau confiance? Oh, vous êtes haut, très haut. Merci. 9,5. Fabrice Clément, si je vous dis merci sur un tapis musical, c'est ce qu'on entend là, vous me croyez davantage que si je vous le disais sans musique ou moins? Parce qu'on a une perturbation là. Hein? Encore une bonne question, mais peut-être que certaines perturbations rendent le message plus fluide et on aurait affaire à l'inverse d'une perturbation. Je connais pas le mot. Une facilitation? Merci à vous, Fabrice Clément, et je rappelle que vous êtes professeur à la chaire des sciences de la communication et information à l'université de Neuchâtel. Vous co-dirigez également le Centre des sciences cognitives et vous avez publié il y a quelque temps Les mécanismes de la crédulité. On a aussi entendu au cours de cette émission quelques-uns de vos collaborateurs, dont Nathalie Terrier, Jennifer Monod, Daniel Dukes, Stéphane Bernard ainsi que Pablo avec son « C'est trop facile ». Merci à Jean-Philippe Sphalen pour la réalisation, Nicole Corpato, notre assistante de production. Merci à Anne Marchand au studio à Genève, à Nicole Duparc et Nancy Ypsilantis. Demain, on se retrouve avec un film Forbidden Voices, un documentaire signé Barbara Miller qui donne la voix à des blogueuses d'Iran, de Cuba et de Chine. Babylone, du lundi au jeudi, vous donne rendez-vous de 9h à 10h avec une rediffusion le soir à 19h. Vous pouvez également télécharger Babylone sur rts.ch/Babylone. Ou encore nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous écoutez Espace 2, merci. Il est 10h.